Bienvenue ici dans le Réflecteur Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réflecteur. Alors cet épisode est le deuxième de notre série sur le système nerveux et la guérison des traumas. Donc si vous voulez savoir exactement, aller dans l'introduction, on va dire, de la thématique de cette série, qui va être un bon nombre d'épisodes parce que c'est un sujet qui me tient à cœur de traiter vraiment en profondeur, je vous invite à regarder l'épisode précédent du podcast qui s'appelle « Vivre ou survivre », où on aborde la thématique globale du système nerveux et pourquoi c'est si important d'aborder cette thématique du système nerveux. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été depuis quelques années maintenant dans mon travail vraiment face à cette thématique-là, de manière vraiment très prégnante, très importante, et particulièrement depuis le Covid, depuis les événements du Covid. Alors je suppose, moi j'ai pas vécu les guerres, etc., donc je suppose que c'est des événements, des états du système nerveux qu'on vient retrouver régulièrement en temps de guerre et dans les périodes juste après la guerre, parce qu'il y a beaucoup de traumatisme, en fait, une intensité de ce qui est vécu par le système nerveux. Mais en tout cas, j'ai constaté dans mon travail, à la fois en tant que thérapeute et puis en tant qu'enseignant du yoga, pendant les retraites, on vit des processus de groupe, des processus importants de transformation. En fait, je me suis rendu compte depuis, je ne suis pas le seul, j'en parle aussi avec mes collègues, on s'est rendu compte que depuis le Covid, il y a eu une telle activation du système nerveux qui fait que la capacité qu'on a collectivement, mais aussi du coup individuellement, de recevoir une nouvelle information, s'est considérablement réduite. Donc c'est un sujet qui est complexe, que j'aimerais traiter. On a probablement des épisodes sur le sujet du Covid, l'impact du Covid et d'avoir des échanges particuliers là-dessus aussi avec peut-être des intervenants. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail de ça, mais vous compreniez pourquoi j'en suis arrivé à ce sujet-là. Je me rends compte dans mon travail que si on n'aborde pas la question du système nerveux, c'est-à-dire quand le système nerveux est activé et qui se met en mode survie, et que c'est soit par l'intensité d'un événement vécu ou par le fait que le système se met en activation de manière répétée sur une durée prolongée, on arrive à un état de verrouillage du système nerveux. Le système nerveux arrive il se fige en fait. Et la capacité qu'on a de rentrer dans un processus de transformation est extrêmement réduite. C'est-à-dire que notre capacité d'inclure une nouvelle information, capacité d'inclure l'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas encore de nous-mêmes, est extrêmement réduite si on n'aborde pas ce déverrouillage du système nerveux. Donc je me suis rendu compte, et on a été amené à trouver aussi dans la tradition de Kundalini Yoga, de yoga qu'on transmet, de voir exactement quels exercices peuvent permettre en fait systématiquement de déverrouiller le système nerveux pour pouvoir ouvrir à ce qu'on puisse aller plus en profondeur dans le processus. Et je me rends compte de ça aussi en tant que thérapeute, que c'est un travail qui est essentiel, sinon on reste comme sur une sorte de plateau. Il y a des éléments plus profonds de la psyché auxquels on n'a pas accès. Parce que si le système nerveux n'est pas dans un état de détente et de sécurité, il va verrouiller l'accès à des mémoires qui sont plus profondes. Et ce qui s'est passé depuis le Covid, parce que c'était aussi un stress qui était collectif, donc qui était aussi généré par les institutions, qui viennent résonner aussi sur des dynamiques parentales, il y a toute une confusion qui a été créée sur qu'est-ce qu'on appelle la sécurité, qu'est-ce qui est notre source de sécurité. Et c'est comme si collectivement, ça nous a amené davantage de verrous dans le système nerveux qui fait que quand on rentre dans un processus personnel, soit thérapeutique, soit un processus de développement personnel ou spirituel, si on n'aborde pas ces endroits où le système nerveux, la géométrie du système nerveux s'est figée,
Ça ne veut pas dire qu'un processus n'est pas possible, mais il est extrêmement limité. Extrêmement limité. Donc, une des raisons pour lesquelles je voulais aussi faire cette série, c'était mieux comprendre en fait, ce système nerveux, il est à notre service. C'est l'intelligence de notre corps. En Ayurveda, on l'appelle Dhanvantari. C'est l'intelligence qui maintient la vie dans notre corps, qui maintient l'équilibre de tous les systèmes. C'est pour ça qu'on l'appelle l'incarnation de Vishnu, parce que Vishnu, c'est la force qui équilibre la création, qui permet la juste distance entre les planètes, que ce soit suffisamment chaud, pas trop froid, assez humide, suffisamment de lumière, que tous les éléments, les 5 éléments soient dans un équilibre tel que la vie puisse se manifester et se maintenir dans le temps. Donc c'est la force de Vishnu qui permet l'équilibre entre ce qui émerge, qui est Brahma, et ce qui est détruit. Donc c'est ce qui permet, entre ce qui est généré et ce qui est détruit, qui était toujours une force de maintien de l'équilibre. Et ce système nerveux, il est vraiment, il est cette manifestation de l'intelligence de Dhanvantari dans notre corps, c'est-à-dire qu'il va préserver son instinct, c'est la partie instinctive de notre être, c'est de préserver la vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode Embrasser notre soi instinctif, notre part instinctive, parce que c'est une partie qui réagit du tac au tac. C'est ça quand je parle d'instinct, c'est que c'est au-delà de notre analyse, c'est au-delà de ce qu'on comprend, de ce qu'on peut cognitivement élaborer. Notre système nerveux autonome, il est cette part instinctive de nous qui, qu'on le veuille ou non, va maintenir la vie, va nous permettre de survivre quelles que soient les menaces et s'adapter aux potentielles menaces de l'extérieur. Okay ? Le système nerveux autonome, c'est notre part instinctive qui permet de maintenir la vie quand elle est menacée. Okay ? Donc il y a vraiment... et ce sont les parties archaïques, les parties très anciennes de notre cerveau qui gèrent ça. Donc ça passe pas par une analyse, par une interprétation, même aussi par toutes les notions de parole, d'élaboration. Et je ne dis pas que les thérapies par la parole ne sont pas efficaces, c'est toute une partie de mon travail. Et au contraire, l'idée aussi de cette séance, c'est de voir que si on aborde et qu'on embrasse notre part instinctive, c'est donner justement d'autant plus de puissance et de pertinence aux thérapies par la parole. Mais il y a tout un aspect de ces thérapies-là qui ne peuvent pas complètement fonctionner parce qu'elles adressent aussi des parties de notre cerveau qui sont plus récentes. Si on n'a pas abordé déjà le verrouillage à un niveau plus archaïque, plus profond, plus ancien dans le cerveau reptilien, qui lui est binaire. Dans le cerveau reptilien, soit c'est la vie, soit c'est la mort, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de nuance de gris, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dimension. On en a parlé déjà dans les épisodes précédents. C'est cette partie qui est tout ou rien. Et c'est important de reconnaître quand notre cerveau se verrouille dans ces parties-là, parce que notre capacité d'interaction sociale, notre capacité d'interaction avec l'autre est quasiment inexistante. Quand on est en mode survie, on ne peut pas rentrer vraiment en relation avec l'autre. Donc même dans les processus thérapeutiques, on peut parler de notre vie pendant des années à quelqu'un. Si notre système nerveux est activé en mode survie, en mode protection, on peut parler tout ce qu'on veut. Le processus la capacité de transformation par la parole est extrêmement limitée. En revanche, si je suis dans un état de mon système nerveux qui est relâché, qui est sécurisé, qui est régulé, là, chacun de mes mots va pouvoir résonner dans toute ma structure psychique et va être source de transformation. D'accord ? L'agni, le potentiel de transformation par ma parole va pouvoir être reçu par toute la résonance somatique de mon corps. En revanche, si le système nerveux est en mode survie, je suis fermé, je suis verrouillé, comme je suis recroquevillé, comme un fœtus sur lui-même en fait. Donc ma capacité de m'ouvrir à une nouvelle information, à me laisser pénétrer par une information nouvelle, est extrêmement, extrêmement réduite. Okay ? Donc il y a plusieurs mots-clés que j'aimerais aborder aujourd'hui, et c'est des mots qu'on va utiliser souvent par la suite dans les épisodes qui vont suivre. Donc j'ai envie de les nommer et qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là. Comme ça, vous pourrez aussi y revenir quand vous les écoutez dans les épisodes suivants. Et toute une partie de la théorie, on va dire, autour de ce que je raconte. Alors moi, ça résonne complètement avec ce que j'ai vécu dans mon expérience du système nerveux, dans mon exploration personnelle, dans mon exploration spirituelle. Et j'aurai l'occasion aussi de partager mes expériences personnelles à ce sujet-là. Donc, c'est pas seulement une théorie, c'est une théorie que j'ai pu vérifier dans mon corps
Et j'en parle aussi avec mes collègues, avec les gens comme moi qui sont dans une exploration de la psyché. Et c'est des éléments qu'on retrouve. Alors, on est au balbutiement, je pense, de comprendre vraiment profondément la sagesse de notre système nerveux. Mais il y a des avancées qui ont été faites il y a quelques années, notamment de la part de Stephen Porges, qui a mis en place ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Polyvagale dans le sens où il s'est rendu compte qu'il y avait différentes parties du nerf vague qui venaient activer différents états, différents modes du système nerveux, et notamment du système nerveux parasympathique. C'est pour ça qu'il l'appelait polyvagal, parce que le nerf vague, c'est le nerf. Donc quand on parlait de parasympathique, la partie parasympathique de notre système nerveux va être véhiculée en bonne partie par le nerf vague, et lui il s'est rendu compte que le nerf vague, en fait, il n'était pas juste celui qui nous permet de relâcher et de digérer, qu'il y avait deux parties au nerf vague. Et du coup, on va voir ça, on aura l'occasion de voir ça en détail. Donc Stephen Porges, c'était un biologiste à la base. Donc il a étudié en fait les ramifications du système nerveux, et à travers les évolutions des espèces, la compréhension de l'évolution en fait du système nerveux, il s'est rendu compte que le système nerveux avait une certaine hiérarchie dans la construction. Donc il y avait différentes étapes de construction de notre système nerveux. Donc ça, à nouveau, on aura l'occasion d'en reparler plus profondément, mais la notion de hiérarchie est importante à comprendre parce que nos systèmes nerveux, on va avoir un ordre, les états de notre système nerveux vont avoir un ordre d'activation. Et ça, c'est expliqué par les différentes étapes de l'évolution. Donc voilà, théorie polyvagale, Stephen Porges. Donc vous pouvez aller faire des recherches si vous voulez sur ce sujet. Donc il y a un certain nombre de mots que lui a posé, et je vais réutiliser ces mots-là. Je pense que c'est plus simple d'utiliser tous les mêmes mots, et je trouve que la plupart des mots qu'il a choisis sont pertinents et parlants. Le premier dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le concept de neuroception. Alors, qu'est-ce que tu appelles neuroception? Perception, neurologique. Donc, neuroception, c'est la capacité qu'a notre système neuronal, notre système nerveux, de recevoir et de réagir instinctivement, naturellement, automatiquement à l'information, les stimuli reçus par nos 5 sens. D'accord? Donc, ce qu'on appelle neuroception, c'est la capacité du système nerveux d'instinctivement répondre à un stimulus qui est amené de l'extérieur. Okay? Et quand on parle neuroception, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin de passer par le cortex, c'est-à-dire toute la partie consciente, analytique, élaboration, etc. J'en parlais un peu plus tôt. C'est que notre système nerveux, de manière complètement instinctive, quand il y a un événement dans notre environnement qui est source de stress, une menace en fait pour le maintien de la vie, notre système nerveux, au-delà même de ce qu'on va nous décider consciemment, et de la mémoire de qui on est, de comment on serait censé réagir, etc., du tac au tac, en fonction des ressources de notre corps physique. C'est pour ça que je parlais d'embrasser la nature instinctive, c'est qu'il va prendre, il va faire répondre de manière optimale avec ce qu'il y a comme ressources de notre corps, la force qu'on a, notre constitution, etc. Il va nous donner les ressources dont on a besoin pour faire face à cette menace de la meilleure façon possible et s'en libérer. Donc c'est ça qu'on appelle neuroception, c'est la capacité instinctive du système nerveux à répondre à une information qui nous vient de l'extérieur, qui est captée par nos 5 sens, par notre perception. Et si on prend un exemple concret, par exemple si on a un troupeau d'antilopes, voilà, qui sont en train de brouter, c'est la savane, il fait beau, il y a soleil, il y a de l'herbe verte. Elles sont en train de brouter et comme elles se sentent en sécurité, le troupeau n'est pas forcément rassemblé. Chaque antilope va trouver là où il y a une touffe d'herbe bien fraîche et bien gouléante. Et du coup, le troupeau est en mode sécurisé, il est en mode relax and digest, il est dans le parasympathique, d'accord ? Le nerf vague est bien activé, tout est tranquille, tout est en détendu. Donc chacun va trouver sa touffe d'herbe. Donc le troupeau est bien éparse, bien éparpillé. Et imaginons que côté nord du troupeau, il commence à y avoir un bruit à quelques centaines de mètres dans les fourrés, où il y a un bout de bois qui craque ou quelque chose comme ça, un bruit inhabituel qui n'était pas là. L'individu
qui est le plus au nord du troupeau, va commencer à lever l'oreille. Activation du système nerveux, donc le système sympathique, système d'action, système d'accélération, se met en mouvement. On mobilise les ressources pour hypervigilance, hyperacuité. Je développe, mets toute l'énergie dans l'oreille, sentir chaque friction de l'air, chaque micro-mouvement. Les yeux voient plus, les mouvements, l'oreille, etc. Tous les sens sont en alerte pour se dire « Oups, il y a peut-être quelque chose de menaçant ». Donc ça, ce sera éventuellement la première réaction sympathique. Et puis s'il y a un deuxième bruit, voire que on voit quelque chose, l'antilope va voir quelque chose qui bouge, le système va s'activer davantage. Son cœur va se mettre peut-être à battre plus vite. Le sang va commencer à circuler davantage pour venir alimenter les muscles, pour être prêt à soit combattre, soit fuir. Okay, donc si on imagine, ça c'est côté nord, mais l'antilope qui est le plus au sud et qui a été un peu plus loin pour aller chercher l'herbe verte, elle est peut-être à 200-300 mètres, eh bien, elle n'a pas forcément entendu ce bruit-là, parce qu'elle n'est pas côté nord, là où le bruit est apparu. Et bien malgré ça, par le phénomène de neuroception, l'antilope va avoir une capacité de sentir le système nerveux de l'antilope qui a capté quelque chose au nord. Donc à travers la neuroception, il y a la capacité qu'a notre système nerveux de manière instinctive de sentir l'état du système nerveux des autres membres du groupe. Donc là, en l'occurrence, c'est un collectif, un groupe de mammifères, comme une grande famille. Donc on a la capacité, nous aussi en tant qu'être humain, c'est-à-dire de sentir, notre système nerveux a la capacité de sentir instinctivement dans quel état est le système nerveux de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une mémoire qu'on a gardée de la survie en état sauvage. C'est-à-dire qu'en tant que groupe, le besoin d'appartenance au groupe, la première protection, la première sécurité, c'est d'appartenir au groupe. Parce que si j'appartiens au groupe, je suis protégé. Parce que le groupe est garant de ma protection, de mon intégrité physique, mais il est aussi garant du fait que je vais avoir à manger, parce que le groupe va pouvoir chasser ou cueillir ou trouver, brouter, en l'occurrence dans le cas des antilopes. Mais le groupe va être garant que j'ai un endroit où dormir, que je puisse aller de manière safe boire de l'eau, trouver de la nourriture, etc. Donc l'appartenance au groupe est comme le besoin là, vraiment archaïque le plus profond. Donc on a développé, à travers les évolutions des espèces et des systèmes nerveux, la capacité instinctive de raisonner, de rentrer en résonance et en écoute profonde avec l'état du système nerveux du reste du groupe. Ce qui fait que l'antilope qui est au sud, elle n'a pas besoin d'avoir entendu le bruit. Son système nerveux instantanément va se mettre en alerte parce que l'individu au nord du groupe a reconnu une potentielle menace. Okay ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle neuroception. La capacité du système nerveux à rentrer en résonance avec l'état du système nerveux de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que, en tant que parent, ça c'est particulièrement important, vous avez la capacité de sentir naturellement, et ça les mères le savent encore plus que les pères, ça bien évidemment, sentir par exemple quand l'enfant a faim, ou quand l'enfant se réveille. C'est parce que ça c'est la neuroception. C'est le système nerveux de la mère va s'activer parce qu'elle est en résonance, en fusion. Les champs magnétiques jusqu'à l'âge de 3 ans sont hyper reliés. Ils vont mettre tout un temps avant de se défusionner. Donc la mère a cette capacité, c'est comme s'il y a une continuité vraiment encore plus forte par rapport aux autres individus de la famille, entre la mère et l'enfant, de sentir la résonance du système nerveux. Et du coup, quand l'enfant se réveille, la mère le sent instantanément. C'est pour ça que souvent les mères allaitantes, les mères qui viennent d'accoucher, etc., ont un sommeil qui est très, très léger parce qu'elles sont complètement calées sur le système nerveux de l'enfant et ses besoins à lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la neuroception. Donc ça, c'est le premier concept qui est extrêmement important parce que c'est... j'entends déjà des questions, est-ce que la neuroception, c'est l'intuition, etc. On ira dans le détail de ces éléments-là. La neuroception rentre en jeu dans ce qu'on va appeler après l'intuition, parce qu'en fonction de l'état du système nerveux, on va pouvoir avoir ou pas accès à l'intuition, et à différents niveaux d'intuition. Mais en tout cas, là, j'ai envie de le mettre vraiment à un niveau instinctif, c'est-à-dire c'est simplement cette capacité du système nerveux de sentir en fait où l'autre est. Mais simplement au niveau du système nerveux, c'est archaïque. C'est même, on pourrait dire, c'est même au-delà de l'émotion, hein. C'est l'état d'activation du système nerveux. D'accord ? C'est les émotions après, et puis tout l'aspect cognitif, l'analyse et toutes les histoires qu'on se raconte et tout le mental qu'on va poser aussi sur l'émotionnel, tout ça c'est comme des strates. Donc d'abord il y a l'état du système nerveux, ensuite
il y a tout le côté limbique, les émotions et tout le paysage émotionnel. Et au-dessus de ça, il y a tout le paysage mental qu'on va raconter et dans lequel on va faire donner du sens à toutes ces émotions qu'on vit. Mais le socle, le substrat, le premier étage, c'est déjà le système nerveux. Donc c'est pour ça de se dire, si on travaille avec le système nerveux, après on va pouvoir travailler avec l'émotionnel et avec tous les systèmes de croyance de manière hyper efficace parce que le socle et les fondations sont en place. Donc premier concept, neuroception. Et deuxième concept qui est complètement relié au concept de neuroception, c'est le concept de régulation. Alors qu'est-ce qu'on appelle régulation? C'est la capacité qu'on a quand notre système nerveux est en mode sympathique, c'est-à-dire en mode d'activation, en mode mobilisation des ressources pour combattre ou pour fuir, donc répondre à une menace, répondre à un stress. La régulation, c'est cette capacité qu'on va avoir une fois qu'on a répondu, que grâce à la neuroception et à la mobilisation des ressources de notre corps, on a répondu à la menace, de revenir à un état de relaxation et de digestion, donc de revenir dans un mode parasympathique de sécurité. Donc c'est-à-dire une fois que l'antilope, par exemple, elle a entendu, elle a vu un truc bouger, hop, elle a vu que finalement c'était un oiseau qui bougeait, il n'y a pas de danger, hop, elle revient, elle se calme, et à nouveau elle se met à brouter, et c'est quasiment instantané. Elle n'a pas besoin de processer, de se dire tiens, pourquoi j'ai eu peur, etc. Non, c'est instantané, c'est instinctif. J'étais en mode activation parce qu'il y avait une menace, il n'y a plus de menace, je me mets en relax, détente. Le nerf vague, le parasympathique s'active et je peux à nouveau digérer la nourriture que j'étais en train de manger, je peux à nouveau malaxer, je peux à nouveau brouter, regarder tranquille et puis profiter du moment. Donc, ce qu'on appelle régulation, c'est cette capacité de passer d'une activation du système nerveux à un mode relâché, relaxé. D'accord ? Donc un système nerveux qu'on appelle régulé, c'est cette capacité de naviguer entre les différents états et de revenir à la maison, de constamment avoir cette capacité de revenir à la maison. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un système nerveux régulé ? C'est, quand je dis régulé, c'est que le système, le nerf vague et le système d'engagement social et l'état du système nerveux qui me permet de me sentir en sécurité, c'est ma baseline, c'est ma fréquence de base, d'accord ? Et sur cette fréquence de base, d'autres états peuvent se manifester. Et je vais dans ces états et j'en reviens. Cet état, cette baseline, c'est ma maison, c'est ma fréquence propre. Voilà. Donc pour ceux qui sont sensibles, le terme qu'on utilise en Ayurveda, c'est la prakriti. C'est quand je suis aligné sur ma propre dynamique, mon propre équilibre des 5 éléments en moi. Quand je suis en moi-même, dans mon corps, je me sens à la maison. Quand mon système nerveux est en mode sécurité, relâchement, détente, digestion, je me sens à la maison dans mon propre corps. Ok ? Donc, c'est important ça, parce que c'est de ça que va dépendre après comment on se sent en groupe, comment on se sent dans différents endroits géographiques, etc. Parce qu'on peut avoir plein de stimuli extérieurs qui peuvent être source de stress. Mais si on a cette capacité de trouver la partie de notre système nerveux qui est sécure et d'y revenir quasiment à volonté, en tout cas relativement facilement, on est à la maison un peu partout. Donc ce qui va nous permettre de nous sentir bien dans nos baskets, bien dans notre métier, bien dans nos interactions sociales, bien dans notre famille, bien là où on vit, c'est quand on est dans cet état du système nerveux qui est relâché, qui est en mode sécurité. Quand ce qu'on appellera le nerf vague ventral est activé. D'accord ? Je suis dans une capacité d'interaction sociale, d'ouverture à l'autre. L'empathie, la compassion, la patience, l'écoute, la tolérance, toutes ces qualités sont naturelles quand c'est cet état du système nerveux qui est établi, on va dire, qui est la baseline. Quand je vais être dans un système nerveux en mode activation, en mode sympathique, c'est-à-dire réponse à une menace, je vais être soit je vais chercher à combattre, soit je vais chercher à fuir. Je suis déjà en mode défensif, je suis déjà en mode protectif. Ok ? Et c'est nécessaire. Il n'y a rien de mal à ce système sympathique. On en a besoin. Et c'est extrêmement important d'avoir des activités qui le mobilisent. Parce qu'il y a plein d'aspects du système sympathique qui sont aussi des ressources dont on a besoin pour être en bonne santé
et pour que notre corps soit équilibré, et puis pour renforcer en fait notre capacité d'adaptation. Donc le système sympathique n'est pas du tout mauvais. On a besoin qu'il soit actif dans certaines circonstances, mais c'est essentiel qu'une fois qu'il a répondu instinctivement à ce qu'il y avait besoin par rapport à notre environnement, que notre système de base, la maison, le socle, ce soit le système ventral sécurité, parasympathique. Ok ? Donc, deux concepts qu'on a vus aujourd'hui importants. Concept de neuroception, mon système nerveux a la capacité instinctive de reconnaître l'état des systèmes nerveux d'autres membres du groupe. C'est comme ça que, en tant que mammifère, je fonctionne comme membre d'une famille, comme membre d'un collectif, comme membre d'une tribu, comme membre d'un pack. D'accord ? Donc c'est essentiel, c'est ma capacité de connexion instinctive aux autres. Et régulation, cette capacité que j'ai de revenir à un état de relaxation quand j'ai été activé. Et que cet état de relaxation soit ma baseline, ma fréquence de base. Donc comment ça fonctionne concrètement, l'état de régulation ? C'est que si on amène la notion de régulation et la notion de neuroception en même temps, on a un concept très intéressant qui naît, qui est le concept de co-régulation. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, la co-régulation, parce que en fait, c'est la source d'une vie fluide, harmonieuse et épanouie. Et c'est parce qu'on n'a pas ce système de co-régulation souvent dans l'enfance qu'on développe justement des figements du système nerveux et qu'on garde des traumas engrammés sur lesquels on va raconter des histoires et qui vont déterminer notre personnalité, la manière dont on se voit dans le monde et dont les autres nous perçoivent. Alors qu'en fait, c'est juste l'état de base du système nerveux qui n'a pas été, qui a pas eu la flexibilité, on va dire la malléabilité nécessaire dans les étapes de formation de du système nerveux et de notre corps émotionnel dans notre petite enfance. Donc, ce qu'on appelle co-régulation, c'est si j'ai un système nerveux régulé et qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est dans un mode d'activation du système nerveux, si je rentre en interaction avec lui et que je perçois par la neuroception, je perçois l'état de son système nerveux, mais que je reste relaxé, c'est-à-dire que je reste dans mon état détente, digestion, relaxation de mon nerf vague, parasympathique, et la co-régulation, c'est que nos systèmes nerveux vont avoir tendance à se mettre sur la même fréquence. Donc, le système nerveux de la personne en face de moi qui est activé, si je reste détendu, c'est qu'une question de temps avant que l'état d'activation se relâche et que la personne revienne dans son état de sécurité, revienne à la maison. Donc, le principe de co-régulation, c'est si je suis détendu et que je reste dans cet état détendu et que j'ai entraîné mon système, j'ai reconnu les différents états de mon système nerveux et ma capacité à revenir dans un état détendu quand il a été activé, j'ai aussi la capacité, simplement par résonance, de permettre aux personnes autour de moi qui sont activées de progressivement, tranquillement, si moi je ne réagis pas, à revenir à un état de régulation. Et c'est la base de la dynamique parent-enfant. Quand on parle d'éducation, d'un point de vue yogique, il n'y a pas vraiment d'éducation à proprement parler. Parce que ce qu'on appelle beaucoup éducation en Occident, c'est comme s'il fallait inculquer, en tout cas c'est ce qu'on nous apprend à l'école, inculquer des idées aux enfants, inculquer des comportements, des manières d'être. Si on voit ça d'un point de vue purement humain, très yogique et de résonance, en fait, la seule éducation qu'il y a, c'est d'être qui on est. Et si on est, c'est-à-dire qu'on enseigne par l'exemple, par la résonance. Et ce qu'on est, l'enfant va rentrer en résonance avec naturellement. Donc si on a un système nerveux relâché, le système nerveux de l'enfant va rentrer dans un mode sécurité. Par contre, si on est tendu, naturellement, l'enfant va apprendre à se tendre régulièrement en fonction des situations et des événements qui lui arrivent. Donc, par exemple, si un enfant se fait mal, il tombe, je ne sais pas, il s'écorche le genou, il y a du sang, etc. Si nous, en tant que parents, donc lui, il va commencer à être activé, il va pleurer, il va avoir peur, son cœur va augmenter, il va avoir chaud, les pommettes, tout ce que il est excité, il y a tout le système sympathique de survie qui est là, qui s'est activé pour lui. Si nous, quand il s'est fait mal, on a nous-mêmes notre système d'activation de survie qui vient se mettre en mouvement, on va augmenter encore cette activation du système sympathique.
Et ça va être compliqué pour l'enfant. Donc il va, au bout d'un moment, ou alors, donc ça si on réagit, alors ça nous fait peur. L'enfant va finir par se calmer parce que lui, il va avoir peur que nous, on se sente mal. Donc il va finir par bloquer sa réaction émotionnelle et puis l'état de son système nerveux. Et ça va créer quelque chose de figé dans son système. Qui après, il va devoir trouver un moment dans sa vie où il va pouvoir revisiter à partir d'un espace de sécurité ce moment de tension, ce moment de crispation pour pouvoir relâcher l'énergie qui n'a pas pu aller au bout. Une énergie, à partir du moment où elle commence à se mettre en mouvement, il n'y a qu'une possibilité, c'est qu'elle se résorbe. C'est-à-dire qu'elle aille au bout, qu'elle épuise tout le prana. Voilà. À partir du moment où il y a le début d'une émotion, la seule manière, c'est qu'elle aille au bout. Voilà. Qu'elle suive tout le cycle. Et quand on la bloque, le système nerveux se met comme en stand-by, dans une forme de crispation. Et si on ne fait pas un travail conscient après pour retrouver cet endroit où ça a été figé et permettre à l'énergie d'aller au bout de son cycle, on va porter ça dans notre quotidien, c'est-à-dire notre vie quotidienne, il y aura une discontinuité dans notre système énergétique, et cette discontinuité dans notre système énergétique va se manifester par une discontinuité dans notre vie, parce que ce qu'on voit à l'extérieur n'est rien d'autre que le reflet, le miroir des discontinuités ou de la continuité du mouvement de l'énergie qu'il y a dans notre intérieur. Donc là où ça circule à l'intérieur, ça circule à l'extérieur, et là où c'est bloqué à l'extérieur. Ok. Donc, si on revient au principe de co-régulation, si quand l'enfant, lui, est activé, moi, je reste détendu et je reste dans mon état de sécurité, de relaxation, dans un air vague, harmonieux, fluide, d'accord, et je reste en interaction avec lui, c'est-à-dire j'accueille son état de stress au sein de mon espace de paisibilité, on va dire, de relaxation. Son système nerveux, naturellement, par la neuroception, va commencer à rentrer en régulation et se caler sur la fréquence de mon état qui est régulé. Donc c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et là, en fait, c'est le seul et unique, on pourrait dire, devoir, comme on l'expliquait, mais c'est le seul devoir des parents, en fait. C'est de permettre aux enfants de vivre des états de stress, c'est-à-dire de tester leurs limites, de sortir de la maison, en fait, d'une certaine manière, pour trouver qu'est-ce que c'est que leur propre maison. Et ça, ils peuvent le faire que si nous, on est à la maison. Si nous, on est stressés quand eux, ils sont stressés, on leur apprend encore plus à sortir d'eux-mêmes et à sortir de leur maison et à sortir de leur état de régulation. Okay. Et ce qu'ils apprennent, c'est que c'est mieux ailleurs, qu'il faut être autre chose que ce qu'on est, que tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas assez. Okay. Donc ça, c'est après tout le contenu émotionnel et mental et toutes les croyances qui vont se mettre sur en fait un état du système nerveux. Donc l'état du système nerveux, c'est comme un peu l'écran sur lequel va se projeter le film. Donc si vous avez un écran qui a des trous, etc., vous ne verrez jamais le film correctement. C'est pas possible. Okay, donc le film, c'est comme les couleurs du film, c'est comme notre contenu émotionnel. Et ensuite, on va élaborer le mouvement des personnages les uns à la suite des autres, toutes les histoires, toutes les mémoires qu'on a sur notre vie, en fait, la texture, la couleur, le mouvement de toutes ces images dépend de l'état de base du système nerveux. Si je suis en état détendu, je peux percevoir le monde comme un lieu sécure et du coup, je peux rentrer en interaction et apprendre de l'autre, apprendre des situations. Quand mon état est en mode protectif, je vais colorer mon expérience. Donc, si c'est en mode protectif, je me défends ou je fuis, c'est juste une menace tant que je me défends. Donc, je vais commencer à projeter des visages qui sont coléreux ou qui sont fermés. C'est une forme de paranoïa, en fait. Je vais voir la menace là où elle n'est pas, parce que c'est l'état de mon système nerveux. Donc, même si la personne, elle est juste pas en train de sourire, parce que là, à ce moment-là, elle n'est pas forcément joyeuse, mais elle n'est pas pour autant triste ou en colère, moi, je vais voir, si la personne n'est pas en train de sourire, je vais voir qu'en fait, elle est peut-être contre moi. Elle m'en veut pour quelque chose. Je vais commencer à interpréter tout comme une menace ou quelque chose que je dois résoudre et qui est un problème pour moi. Si je rentre dans un état protectif, même encore plus profond du système nerveux, on va voir ça dans les détails, les différents états du système nerveux, et que là, c'est carrément une menace de mort. Là, je vais carrément sortir de mon corps, me dissocier. Ça, c'est ce qu'on appelle le figement. D'accord ? C'est quand... C'est carrément une question de vie ou de mort. Là, je vais carrément sortir et là, je vais rentrer dans un schéma, un état du système nerveux, un paysage qui est carrément le désespoir. C'est comme si j'étais un mort-vivant, la vie n'a plus de sens, j'ai plus le goût à rien,
Je suis fatigué, je sais pas où j'en suis perdu mes pompes, j'ai plus de feu en fait, j'ai plus de jus, j'ai plus de gouache. La vie n'a plus de couleur. D'accord? Donc en fonction de l'état de mon système nerveux, je vais changer la manière dont je perçois le monde. Ça, c'est aussi une conséquence de la neuroception. D'accord? C'est-à-dire qu'en fonction de mon propre état du système nerveux, je vais rentrer en résonance aussi avec certains états du système nerveux, conscients ou inconscients de la personne en face de moi. D'accord? C'est en fonction de ce que moi je vibre aussi, je vais tendance à vibrer à cette même fréquence avec les autres. Ok? Donc, tout l'aspect de co-régulation, c'est la manière dont on s'est construit dans l'enfance. Si on avait des parents qui avaient un système nerveux, une capacité de réguler leur système nerveux, on a appris à réguler le nôtre. On a appris à être à la maison. Et on a appris à gérer, voilà, que quand on était stressé, voilà, il y avait une menace, notre corps était capable d'y répondre et qu'on pouvait revenir à un état sécurité. Quand on a eu des parents qui n'avaient pas du tout de système nerveux régulé et qui ont essayé de nous faire porter le poids de leur propre mal-être, etc., eh bien, on a développé toutes sortes de stratégies pour quand même appartenir au système familial, mais dans un milieu qui était stressant H24. Donc on a emmagasiné du stress, on a emmagasiné des crispations du système nerveux, donc des traumatismes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette série Système nerveux et guérison des traumas, c'est parce qu'en fait, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, être traumatisé, ça ne veut pas forcément dire je me suis fait violer, j'ai tué des gens en Afghanistan, ou j'ai vécu la guerre, ou il m'est arrivé des trucs atroces. On peut être traumatisé par une anesthésie générale, parce qu'on s'est fait mal au genou. On peut être traumatisé par un mot, une émotion forte vécue d'un de nos parents. On peut être traumatisé par, je sais pas, une blessure de cœur. On peut être traumatisé parce qu'on nous a arraché une dent chez le dentiste et notre système nerveux est venu en mode survie. On peut être traumatisé par plein de choses qui apparaissent bénignes, mais au niveau de la réponse instinctive de notre système nerveux, ça a été significatif. Donc là, c'est pour ça que je voulais aborder cette notion de neuroception, cette notion de régulation et de co-régulation. Et je voudrais finir, mais on en reparlera là, que sur la notion de hiérarchie, parce que ça, c'est aussi un élément qui est important, c'est que les trois phases du système nerveux là dont j'ai parlé, donc soit je suis en mode sécurité relâché, soit je suis en mode défense, en mode attaque ou fuite, donc ça c'est le deuxième mode du système nerveux, le parasympathique. Et le troisième mode, c'est le mode, là, il y a une menace de mort. Donc, c'est pas seulement c'est une menace, c'est carrément là, c'est vraiment la mort qui arrive, quoi. Donc là, je me dissocie, je m'immobilise et je rentre en dissociation. Ça, c'est le mode de ce qu'on appelle le vagal dorsal. D'accord? Donc, il y a premier état, c'est sécurité. Deuxième état, c'est je combats ou je fuis. Et le troisième état, c'est je fige. D'accord? Je me dissocie. Et ces trois-là vont avoir une hiérarchie parce que ces trois états qui se sont construits au fur et à mesure des évolutions du système nerveux. Le premier, c'est ce vagal dorsal, c'est le figement qu'on partage avec les animaux type les serpents, etc. Ensuite, on a le sympathique, donc j'attaque ou je fuis, qui s'est développé. Et ensuite, plus récemment, on a le système parasympathique ventral, donc de sécurité, d'interaction, d'engagement social, qui s'est développé. Donc il y a trois étapes. On aura l'occasion d'en reparler en détail de tout ça, mais il y a une hiérarchie. Donc si je passe en mode dorsal, c'est-à-dire en mode figement, immobilisation, la seule manière que j'ai de revenir dans un engagement social, c'est de passer à nouveau par le sympathique, c'est-à-dire la mobilisation, l'action, mobilisation des ressources par l'attaque ou la fuite. Okay, et je vais forcément, si je veux revenir en engagement social et que j'étais en immobilisation, devoir passer par ce deuxième état du système nerveux. D'accord ? Donc il y a une forme de hiérarchie. Et ça, c'est important à comprendre, parce que ça donne aussi une sorte de cartographie et de dynamique au mouvement du système nerveux et nous permettre de reconnaître. Et ça va être, je dirais, la notion principale dans ce podcast, ça va être de pouvoir reconnaître en soi-même ces différents états, s'observer, parce que déjà, avoir une forme de reconnaissance de ces états-là et rentrer en relation consciente avec son système nerveux, cette part instinctive de nous, c'est le gros du travail. Après, on a plein de méthodes pour naviguer au sein du système nerveux, apprendre à le relâcher, apprendre à multiplier la partie sécurité pour pouvoir après revoir les parties qui ont été stockées, qui ont été immobilisées dans d'autres états. Il y a plein d'outils par ça. Et on verra avec le yoga, notamment, il y a la respiration séquencée, le timing de la respiration. En yoga, il y a plein d'exercices là-dessus.
En hypnose, on trouve bon, bref, il y a plein d'outils dont j'aurai l'occasion de parler. Mais l'outil principal que j'aimerais vous partager là, c'est déjà apprendre à reconnaître ces états-là et reconnaître, ok, savoir déjà qu'il y a la neuroception et savoir que la régulation, ça existe, c'est déjà la base, c'est déjà énorme. Et sur cette base-là, on va pouvoir cartographier et voir quels sont les différents états du système nerveux, comment ils se combinent les uns aux autres et qu'est-ce que ça donne comme type de comportement. Voilà, moi j'ai déjà parlé beaucoup, c'est 40 minutes là. C'est un épisode assez long. C'était important pour moi de répéter, de revenir et que ces concepts-là soient assez clairs. J'espère que je l'ai été. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, merci pour ceux qui sont allés jusqu'à ces 40 minutes d'épisode, pour m'avoir écouté aussi longtemps. N'hésitez pas à me donner des feedbacks et à poser des questions s'il y a des éléments qui ont besoin d'être approfondis et clarifiés. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. On va continuer à plonger dans cette théorie polyvagale et pour mieux comprendre ces différentes parties de notre système nerveux autonome, de notre part instinctive, et en faire un allié. Parce qu'au final, notre corps ne cherche qu'à nous protéger et à maintenir la vie. Donc c'est des parties qui sont là pour nous. Elles ne sont pas là contre nous. Et bien souvent, dans les dynamiques traumatiques, on finit par être contre des parts de nous qui, en fait, sont bienveillantes, bienfaisantes. Notre système nerveux, il est profondément bienveillant. C'est juste qu'on a un cortex tellement développé, on a un mental qui est tellement développé, particulièrement en Occident, qu'on en finit par être contre les parties de nous qui, en fait, profondément sont là pour notre bien-être. Et dans les cas de burn-out, etc., c'est qu'on a été trop loin sans écouter ces parts instinctives. Et sans comprendre les différentes parties de notre système. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans des burn-out pour apprendre. Il n'y a pas besoin d'aller dans des crises existentielles. Si on aborde le système nerveux consciemment et un peu comme un enfant, de manière ludique, et qu'on joue avec ces différents états du système nerveux, eh ben, on peut retrouver une fluidité, une navigation entre les différents états de manière assez simple. Et il n'y a pas besoin de choses trop complexes, trop avancées. Déjà, simplement reconnaître ces états-là, c'est déjà énorme. Et ensuite, on a des outils. Je vais vous en proposer plusieurs, mais il y a des outils qui résonnent plus ou moins en fonction de notre personnalité, de notre structure. Donc voilà, merci beaucoup. Très enthousiaste en tout cas à l'idée de développer cette thématique du système nerveux. Merci aussi déjà à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux ou en message privé. Vous êtes nombreux à avoir réagi en message privé. À me demander aussi si j'accompagnais les gens à la régulation du système nerveux. J'ai envie de dire oui, c'est la base de mon travail en fait. Donc à la fois en individuel et puis en collectif. Pour moi en fait enseigner le yoga, c'est l'essence, c'est ça en fait, c'est apprendre à réguler son système nerveux. Malheureusement, je pense que le yoga a besoin d'être aussi épuré d'un certain nombre de choses qui sont des éléments culturels et quelquefois mal compris de l'Orient. Et j'espère que ce langage du système nerveux nous permet en tout cas d'avoir une base de communication pour mieux comprendre les outils du yoga, parce qu'en fait, c'est ce que le yoga cherche à faire, la régulation du système nerveux. Mais paradoxalement, quand il est mal utilisé, le yoga peut aggraver des déséquilibres du système nerveux et des états de survie. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est hyper important, parce que j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup de gens on va dire filer un mauvais coton avec pourtant des pratiques qui sont censées être équilibrantes. Moi-même j'en ai fait les frais, j'aurai l'occasion d'en parler en détail. Donc c'est pour moi indispensable de comprendre ces états du système nerveux. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt, bonne journée.